Henri était présent au moment de la création du FLNKS à l'Océanique en 1984. Plus de 37 ans après, le septuagénaire porte un regard critique quant à la situation actuelle. Notre désunion fait que les militants ont du mal à trouver un leader charismatique pour les défendre. Et à l'époque, tout le monde était unanime pour reconnaître que Jean-Marie Tjibaou devait être le président du FLNKS, parce que c'est le leader accepté par tous et que tout le monde reconnaît. La charte du FLNKS prévoit l'ouverture du front à toute structure prônant l'indépendance. Or, aujourd'hui, seuls 4 partis politiques le composent. Un manque d'ouverture que regrette Florinda. La composition telle qu'elle est maintenant, c'est que on a un FLNKS qui est quand même fermé. C'est-à-dire que les personnes qui sont à l'intérieur, on n'a plus les mêmes compositions. Là, on a 4 partis, alors qu'avant, on avait plusieurs organisations politiques, syndicales ou associatives. Et ce qu'il y a à dire, c'est que le fait qu'on soit rentré dans l'institution aussi, c'est ça qui fait que le pouvoir que les militants avaient, c'est un pouvoir quand même qu'on a quand même un petit peu perdu. Laurent est militant depuis quelques années. Il est surpris et déçu du fait que les leaders n'arrivent pas à se retrouver à un moment important selon lui. Effectivement, en cas de oui, il faut que nous puissions, que la population, nous soyons crédibles auprès de la population et donc que nous jouions ce rôle de garant en termes d'engagement que nous avons. Et si c'est non, il ne faudrait pas non plus que le FLNKS devienne un tribunal. C'est-à-dire que les partis finalement s'accusent mutuellement de l'échec du vote ou de la défaite. Certains militants indépendantistes vont plus loin dans leur réflexion. C'est le cas de Wadewi, pour qui l'existence même du front est remise en question. Je trouve que le FLNKS, en tant qu'outil de lutte, il a été trop instrumentalisé. Donc c'est à se demander si les gens aujourd'hui qui utilisent l'outil FLNKS, est-ce qu'ils sont encore légitimes? S'ils ne le sont plus, alors on se demande bien quelle est la légitimité du FLN. Dans ce sens, pour moi, le FLN ne peut pas continuer. C'est dommage pour le FLN, mais c'est les gens qui sont dedans qui me font dire que pas la peine de faire exister le FLN. Cela fait maintenant plus de 4 mois que les élus indépendantistes du 17e gouvernement n'arrivent pas à parvenir à un accord pour élire un président. Supprimer les droits de douane sur des produits australiens ou néo-zélandais, c'est la proposition d'élus de l'Avenir en confiance contre la vie chère. Selon eux, les importateurs du pays joueront le jeu et baisseront les prix en rayon. Alors ce projet est avant tout destiné à redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens qui en ont bien besoin en ce moment. Et il cible spécifiquement les produits alimentaires et non alimentaires de première nécessité. Il y a des services comme la DAE qui l'ont déjà fait d'ailleurs par le passé lors des différentes réformes, que ce soit TGC ou loi compétitivité prix, qui sont capables de faire des relevés et de contrôler que l'effort de baisse des droits de douane est bien reporté au bénéfice des consommateurs. Ça, nous comptons sur les services là-dessus. Le texte proposé ne fait pas l'unanimité. Pour la FINC, si les partenariats régionaux sont à développer, l'Avenir en confiance doit largement revoir sa copie. Il n'y a aucune garantie que la baisse des droits de douane soit rétrocédée offrant le franc aux consommateurs calédoniens. Évidemment, la question de comment est-ce que la Calédonie peut se permettre aujourd'hui d'abandonner 75 millions de recettes fiscales d'un claquement de doigts. Et le deuxième point qui nous surprend, c'est que dans la liste des produits, on retrouve des produits qui sont fabriqués localement. Là, en tout cas, c'est un texte qui est en défaveur de certaines industries locales et d'entreprises locales plus largement, ça c'est certain. Je dirais que si je résumais, on a un peu l'impression que c'est un cadeau fait à des amis plus qu'autre chose. Tête, genou, tête, genou, pied, pied. Réactivité et bonne humeur au programme. Dans le cadre de son stage, Maurice concocte des activités adaptées à l'âge et au profil des enfants. Ces journées se répartissent entre activités de terrain le matin et travail administratif l'après-midi. Des idées, ça peut arriver comme ça, tu vas au terrain de voler ou tu regardes les petits jeunes qui s'amusent. Après tu regardes, je vais peut-être faire ça avec le petit. Après tu
modifie. C'est surtout à la maison qu'il faut travailler. Il faut pas trop aller sortir tout ça. Parce que nous, on a des grilles de séance. Il faut vraiment tout détailler, la durée, l'effectif, les règles de sécurité. Parce que ça, c'est le plus important. Le truc qu'on a dit en formation, c'est sécurité, ça passe avant tout. Après l'animation, Maurice fait le bilan avec ses encadrants. Franck Elia, son tuteur, l'accompagne depuis qu'il est au collège. Il suit à distance la formation de Maurice sur Nouméa et observe son travail pendant la durée du stage. Je pense que c'est vraiment important dans le sens où c'est pour avoir vraiment une vision globale, pour pouvoir demain, lorsqu'ils vont se retrouver face à un public, de pouvoir de s'adapter quelles que soient les conditions qui se trouvent face à eux. D'avoir un jeune en formation dans notre centre, c'est encourager les autres jeunes à venir aussi à se former dans l'animation et dans le sport. Parce que c'est beaucoup demandé en ce moment. Il n'y a pas assez d'encadrants sportifs. J'appelle la jeunesse pour venir et puis se former, pour encadrer les petits frères, les petites sœurs. Ils sont là, ils ont besoin de nous pour être valorisés, pour grandir et devenir des bons citoyens demain. Maurice a encore 2 semaines de stage avant de reprendre sa formation jusqu'en avril 2022. Il rêve de poursuivre ses études avec un diplôme d'État pour devenir à son tour encadrant sportif. 8 km, c'est la distance qu'a parcourue Émilie ce matin pour venir de Goyeta au dispensaire. À son arrivée, nous lui apprenons qu'il n'y a aucune consultation médicale aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. Comme elle, ils sont nombreux à penser que le manque de médecins est lié aux violences dont est victime le personnel de santé. Il y a eu plein de vols et puis des voitures brûlées. Et puis après, c'est des gens de Poneriwa qui en bénéficient des conséquences. Et puis ça va pour les personnes qui ont des voitures pour se déplacer après vers Pointe-Imier ou Bouraï ou Wailou. Non, on a juste les prises de sang et les soins. Des incivilités récurrentes qui menacent le bon fonctionnement du service public et participent au sentiment d'insécurité du personnel en dispensaire. Néanmoins, la délinquance ne serait pas le seul frein au recrutement. Quand il y a un défaut cruel de médecins, alors c'est souvent c'est l'été en métropole, c'est l'hiver ici. Les médecins ont tendance à rester de métropole en métropole l'été et à revenir plutôt en fin d'hiver austral. Sur les 24 postes fixes de médecins ouverts dans les CMS, le besoin en médecins va augmenter. Il passe de 6 en juin à 9 pour le mois de septembre. Rajoutez à cela 6 postes de docteurs itinérants non pourvus. On a effectivement une difficulté sur les 3 à 4 mois qui viennent, qu'on n'avait pas, qui est essentiellement due à l'amélioration de la crise sanitaire en métropole, le déconfinement qui arrive, les beaux jours avec l'été, où on a des médecins qui étaient là, qui devaient rentrer depuis 1 ou 2 mois, mais avec la situation de Covid-free qu'on avait, sont restés sur le territoire et qui aujourd'hui prennent la décision avec les vacances qui arrivent en métropole de pouvoir rentrer voir leur famille. Et je pense que c'est des médecins qu'on verra revenir peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Vincent Maisonnave, médecin au dispensaire de Pointe-Imier, il assure 1 jour et demi de vacations sur Poneriouin. En attendant les jours meilleurs, l'institution provinciale n'a d'autre choix que de réorganiser ses centres médico-sociaux. Pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, vous commencez à attaquer avec Pascal et les jeunes à mettre en place le poulailler en se disant que l'objectif c'est que mi-juillet il soit terminé. Les objectifs sont fixés dès le premier jour. La MFR en plein renouveau peut désormais compter sur 2 nouvelles recrues pendant 4 mois. Une aubaine pour Christopher qui a le projet de se lancer en agriculture. Avoir de l'expérience d'agriculture, côté professionnel. On sait déjà toucher la terre. Avoir des connaissances plus approfondies, ce serait mieux. Son expérience professionnelle va être mise au profit de la MFR et inversement, l'expérience acquise lui permettra d'étoffer son curriculum vitae. Il a été retenu parmi une quinzaine de candidatures. Il y a 3 semaines, il a eu 5 minutes pour convaincre Rémi, le directeur. Présentez votre motivation, votre parcours de vie si vous en avez un qui peut être intéressant. Un job dating auquel participe pour la première fois Chelsea en service civique. C'est une façon d'être professionnel devant les autres personnes qui vont venir candidater. Et puis aussi, comme moi, je suis en service civique, ça me permet c'est une expérience professionnelle aussi. Le dispositif chantier de développement local comme celui du jeune stagiaire de développement permettent d'encourager la formation. La Fédération des MFR est la première association en province nord à en bénéficier.
Les personnes qu'on a recrutées nous aujourd'hui sont des jeunes qui ont un projet en lien avec l'agriculture. En gros, ce contrat-là leur permettra de développer des compétences ici à la MFR sur la ferme pédagogique et derrière d'avoir une pièce qui leur permettra de monter un projet en agriculture sur Poneriouin et sur Wailou pour ces 2 jeunes. Par ces dispositifs aidés de l'État, les entreprises et les associations s'engagent à accompagner les jeunes dans leurs projets d'avenir. Maggie Pia travaille depuis 2 ans pour Air Loyauté à Lifou. Elle supervise une équipe de 4 personnes. On fait tout dans ce petit local. La vente de billets, l'enregistrement, information pour la clientèle, tout se passe ici. Le nouvel aéroport va transformer ses conditions de travail. Alors moi j'aurai mon bureau, il y aura le bureau pour la vente des billets. Avant on est obligé de, quand on fait l'enregistrement, on ferme la vente des billets. Donc là-bas on pourra vendre des billets en permanence. Et il y aura notre guichet pour l'enregistrement, donc comme ça les clients ils achètent leurs billets, ils vont directement enregistrer dans un autre guichet, donc ça sera super pour nous, on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Allez, on va passer par là. Originaire de Djéou, Marcel Melem est l'architecte du projet. Il a déjà mené plusieurs gros chantiers au pays. Les défis rencontrés, c'est la réalité du terrain, du site. On est obligé à chaque fois de faire des concessions avec le voisinage. L'aérogare actuelle est en train de laisser place à un véritable aéroport d'envergure internationale, avec la mise en place de pôles de sécurité et de sûreté et la présence d'une police aux frontières. Les actuelles compagnies domestiques se partageront 350 mètres carrés de surface et 5 guichets de billetterie. Il restera même de la place pour accueillir une éventuelle compagnie aérienne en plus. Il y a trois pôles essentiels. Donc il y a le pôle arrivée, départ et fret. On a fait cette composition par rapport à l'organisation sociale de l'IFU. Gaïcha, Lassi et Wetch, voilà. Au niveau de son volume, il faut regarder, quand il sera bien, c'est que c'est un oiseau, quoi. C'est un oiseau qui décolle, qui a besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. C'est pas que l'aéroport, mais c'est aussi un lien avec l'extérieur. À l'heure d'une crise sanitaire qui met en sommeil le trafic aérien, les îles Loyauté misent sur le long terme pour préparer leur essor économique, avec l'objectif de développer des liaisons à l'échelle régionale. On va faire un labyrinthe. C'est un jeu qui va se jouer avec une bille. Vous voyez là? Oui. Donc là, je mets la colle sur la paille. Ah, beaucoup de colle. Moi, j'en ai mis assez, normalement. Et puis là, je vais coller au bon endroit. C'est quoi le modèle? Vous voyez là? Oui, tiens, prends 2. Voilà, du coup, chacun prend 2. On a décidé de prendre des boîtes à chaussures, toujours par rapport au recyclage. Prendre des boîtes à chaussures et puis d'inventer un petit jeu, en fait. C'est bien d'avoir fait des pailles en carton. Oui. Oui. Oh là, comment on met le 6 comme ça? Je disais qu'on était écologique. Parce qu'on fait des trucs avec ce qu'on a. C'est important d'être écolo? Bah oui. Parce qu'après, sinon, il y a la pollution. Pipi pour l'écologie. Oui. Je suis au combien, moi? T'es au 6? Non, j'ai fait le 6, le 7. Le 8, tu veux? Pour le recyclage, oui, je pense que c'est très important. Parce que voilà, à l'école, ils étudient aussi l'environnement. Et après, dire aux copains à l'école que pas forcément jeter les boîtes à chaussures, mais voilà, on peut créer d'autres choses. C'était un petit peu difficile. J'ai réussi, j'étais très content. Vous faites quoi là? On fait un parcours de billes, sauf que là, on est concentré comme jamais. Enfin non, pas du tout, mais bon. Premier tour. Gagné! Faut faire 2. Gagné! Et oh, faut faire